J'avoue que la personne qui m'a fait ce diagnostic m'a un peu transmis son angoisse parce que on m'a un peu dit « Oh là là, mais c'est terrible ce qui vous arrive. Surtout, protégez-vous de tous les bruits. » Enfin, il y avait vraiment un truc limite, arrêtez la musique. Loman, merci d'avoir répondu à notre invitation. Tu es musicien, chanteur d'électropop entre Thom Yorke et Ryuichi Sakamoto. Tu as sorti ton EP City Nocturnal Animals en août 2024, inclus un remix avec Vitalik. Enfin, 2 Vitalik. Et moi, je t'avais découvert à travers Forme, du coup. Et en fait, j'avais grave accroché, parce que j'aimais bien ta sensibilité, ta patte et tout ça. Et quelques années plus tard, donc c'était l'année dernière, je crois, que je t'ai invité à partager un plateau avec moi au Musée de l'Histoire de l'Immigration. C'est ça. Et là, tout récemment, c'est trop drôle parce qu'on se voit souvent, parce que tu as intégré le réseau Tiger Bomb, du coup, qui est un réseau d'entraide pour celles et ceux qui n'en ont pas encore entendu parler, que j'ai initié. Voilà, un réseau d'entraide pour les artistes asio-descendants. Et voilà, et Loman fait partie du crew et aide la team à avancer sur ces sujets-là. Je vais y arriver ce matin. Et t'es un artiste qui, dis-tu, a les oreilles un peu cassées. Ouais. Alors, tu souffres d'hyperacousie. C'est une pathologie qui touche l'oreille interne et se manifeste par une hypersensibilité au bruit et au son, même les plus banales, c'est-à-dire une porte qui se ferme ou un simple chant d'oiseau. Et parce qu'en fait, dans ton oreille, ça résonne puissance 1000. Et selon l'organisme France Acouphènes, donc il y a 15% de la population qui est acouphénique, dont 7% hyperacousique. Et parce qu'en fait, c'est ça, c'est très lié aux acouphènes, en fait, l'hyperacousie. Et toi, tu as les deux, du coup. Mais l'hyperacousie est peut-être encore plus handicapante que les acouphènes. Est-ce que c'est... Ouais, tu me suis jusqu'à présent. Oui. Alors, en fait, effectivement, moi, les acouphènes, je les sens... le soir, quand je suis dans le silence, en fait. Là, quand je suis au quotidien, je les entends pas du tout. Par contre, l'hyperacousie, ça se manifeste un peu n'importe quand, en fonction beaucoup de mon état de fatigue, de stress, de ce que je suis en train de faire aussi dans l'environnement dans lequel je suis. C'est-à-dire que si je suis en train de faire de la prod, par exemple, et que j'ai des percussions, etc. Typiquement, c'est des situations où je vais plus le sentir. Je vais être dans un champ avec des oiseaux, etc. Là, je vais être tranquille, tu vois. Donc, et ça dépend aussi des périodes. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je vais être plus résistant que d'autres. Voilà. Mais effectivement, ce qui peut être vraiment handicapant, c'est que je sens qu'il y a une sorte de point de bascule. C'est-à-dire que si je passe de l'autre côté, c'est le moment où en fait tout va commencer à m'agresser. C'est la porte qui s'ouvre. Et à partir de ce moment-là, je sais qu'il faut que je lève le pied, il faut que j'arrête. Typiquement, ça peut arriver en chantant, ça peut arriver en faisant de la prod, en faisant du piano. Tu sais jamais quand ça... je sais jamais trop. Oh waouh, putain. Et avec même la pollution sonore du quotidien, enfin... Ouais. Bah, typiquement, je vois une ambulance qui passe, un camion poubelle là, qui vide le verre, etc. Tu vois, des trucs comme ça, ça peut être... hyper agressif. Moi, je me sens agressée sans hyperacousie, alors j'imagine même pas ce que c'est avec, quoi. Le problème, c'est que tu commences un peu à porter ton attention dessus, et c'est là où on pourra en discuter, mais effectivement, il y a un peu ce côté comme tu sais que certains éléments vont te faire mal, tu commences à les anticiper, et c'est là où en fait tu rentres dans un piège un peu mental, et où tu commences un peu à te dire, t'aperçois le camion de poubelle, et tu te dis oula, ton cerveau se dit danger, voilà, danger, et où t'anticipes un peu trop, et où ça peut devenir le serpent qui se mord la queue. Je vois. Et comment dire, cette pathologie, tu m'as raconté et tu l'as raconté aussi sur les réseaux, que en fait tu l'avais, que c'était arrivé quand tu étais en résidence. Il y a pas longtemps d'ailleurs. Donc c'est assez nouveau. Comment est-ce que tu t'as senti les premiers signes d'alerte? Enfin, qu'est-ce qui t'a fait te dire waouh, il se passe un truc bizarre là dans mes oreilles? En fait, j'avais une première sensibilité que je m'étais créée il y a 10 ans en concert, où je me disais j'ai un peu une oreille sensible, c'est-à-dire que je le sentais uniquement quand tu prenais une fourchette, tu tapais sur un morceau de métal, oui, je vois très bien, tu vois, et où tu te dis j'ai une oreille un peu plus sensible que l'autre. Mais pendant la résidence, effectivement,
fait, on a passé 3 jours à faire de l'étalonnage, donc vraiment surtout travailler les sons, travailler le fait que justement tes percussions ressortent, qu'il y a un équilibre entre ton kick, ta basse, le chant ressort bien, etc. Et en fait, le premier soir, je devais aller chercher ma manager au train et je suis ressorti de la salle, je me suis dit, ouh, tu as vraiment... c'est ça, vraiment nausée, maux de tête. Et je me suis dit, oula, on a vraiment... pourtant, tu vois, on jouait pas à des niveaux extraordinaires. On a fait quand même des pauses. Enfin, il n'y avait pas non plus des signaux où tu peux te dire, ouais, j'ai fait une teuf pendant 12 heures, de grosses techno. Et je me suis dit, oula, faut quand même faire gaffe. Donc, on n'a pas rejoué. Je pense qu'en fait... A posteriori, ça aurait dû être le premier signe et j'aurais dû limite dire bon bah tant pis, on arrête là, je prends de la cortisone, je me mets au repos, etc. Mais bien sûr, on est dans un contexte où tu te dis bah faut rentabiliser, c'est pas tous les jours que tu es en résidence, tu prends ça comme une chance, donc on a rempilé le lendemain. J'ai pas forcément senti grand chose le lendemain. Le 3e jour, on travaillait avec aux ears, donc les ear monitors. Cette espèce d'écouteurs, en fait, les ear monitors, pour entendre la musique et régler la musique différemment de ce que les gens entendent en face, en fait. C'est ça. Enfin, pour les gens qui ne savent pas. C'est ça, c'est des retours, mais dans les oreilles. Dans les oreilles. C'est ça. Et en fait, c'est un peu en commençant à jouer avec ça que, pareil, je commençais à dire, voilà, ça fatigue vraiment beaucoup. Bref, je me suis dit, voilà, tant mieux que ça s'arrête, j'aurais pas tenu un jour de plus. Et le lendemain, je suis rentré en voiture. Bon, bien sûr, j'ai voulu mettre de la musique et tout, et je commençais un peu à me dire, wow, c'est un peu agressif, quoi. Tu vois, je me dis, bon, vas-y, je vais écouter plus un podcast ou je ne sais quoi à la place. Et c'est à partir vraiment du lendemain où, pareil, vraiment les maux de tête, les bruits du quotidien, etc., où je commence à me dire, tu vois, je commence à poser des trucs sur des tables, à entrechoquer typiquement les couverts, tu vois, genre, les casseroles. Voilà. Et donc là, je commence à dire, waouh, il y a un truc qui va pas. Donc j'ai contacté mon médecin direct en lui expliquant. Ton médecin traitant, médecin généraliste, ouais. Je lui ai dit, je pense que j'ai eu un trauma, et je sais que le réflexe, c'est en gros cortisone pendant X jours, et il faut pas attendre au-delà de 72 heures, je crois, en gros, s'il y a pour éviter tout ce qui est trauma irréversible, on va dire. Ok. Donc il m'a prescrit de la cortisone, il m'a dit surveillez ça, voyez peut-être un ORL et tout. J'ai vu un ORL parce que je crois qu'au bout d'une semaine j'avais fini mon traitement et ça allait pas mieux. Ça persistait. Voilà. Je suis allé le voir, déjà il m'a rassuré sur le fait que mon audition n'avait pas pris cher. T'as dû flipper. Ouais, voilà. Enfin, tu te dis merde. Et en fait, donc il m'a dit votre audition est bonne. Par contre, effectivement, peut-être que, vous avez sûrement eu un trauma. Continuez votre traitement. Et si ça va pas mieux dans je sais plus, il m'avait dit un truc du genre 3 semaines. Consultez à nouveau. Mais ça va aller mieux, quoi. Donc moi, j'étais quand même plutôt confiant. Mais voilà, les choses se sont pas forcément améliorées, et à partir de ça j'ai contacté mon mixeur qui travaille, si je dis pas de bêtises, pour une société qui moule des protections auditives, donc qui est quand même quelqu'un d'assez calé et sensibilisé sur le sujet, et qui m'a dit bah écoute, tu peux aller contacter et aller voir un centre qui s'appelle le CEFON à Paris. Ils vont te faire un bilan complet. C'est les seuls qui vont pouvoir te dire un peu où t'en es vraiment, au-delà du simple fait de savoir si t'as perdu de l'ouïe ou pas, quoi. Donc en gros, je suis allé les voir, et j'y suis resté 2 heures, un truc du genre. Et ils font quoi, du coup? Et donc ils m'ont mis dans une cabine, ils m'ont testé vraiment donc l'ouïe, donc il y a tous ces trucs de reconnaître des mots dans des contextes bruyants, etc. On te met un peu dans des ambiances de bar et tout ça. On te chuchote genre chaussettes, tu vois, genre c'est bon, je l'ai, tu vois. Et
Donc ça allait. Et par contre, ils m'ont dit, bon voilà, on va vous faire un truc qui va être pas forcément agréable, mais on va tester votre sensibilité. Donc ils diffusent un bruit de plus en plus fort. Et puis au bout d'un moment, j'ai dit, arrêtez de me torturer. Voilà. Ouais, ok. Et donc en gros, ils m'ont dit, on a vu effectivement, vous avez ce qu'on appelle une hyperacousie à l'oreille droite. On a vu que vous aviez des acouphènes, mais dans les très hautes fréquences, donc ça veut dire que vous allez pas trop les entendre, ça va pas trop vous gêner. Mais par contre, l'hyperacousie, bon bah c'est chiant. Par contre, j'avoue que là où moi je me suis un peu pointé en me disant, bon, on va me dire, prenez un peu de repos, tranquille, quoi. Enfin, faites gaffe, ça va aller mieux. Et là, on a commencé à me dire, bon bah voilà, il va falloir prendre des prothèses auditives et tout ça. Et je me tout de suite, on t'a parlé de ça, ouais. Et est-ce qu'on t'a parlé des causes aussi de l'hyperacousie, d'où ça pouvait provenir? Est-ce que tu avais des prédispositions? Alors oui, on m'a posé la question de savoir si j'avais pris l'avion, si j'avais fait de la plongée, si j'avais pris des anti-palus, si j'avais eu le Covid, je crois. Le Covid, j'ai un doute. Je crois que c'est ça. Et à toutes les réponses, à toutes les questions, j'ai dit oui. Donc, tu vois, ça peut aussi jouer. Et sachant que moi, j'avais fait une très mauvaise réaction à un antipalu il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans, je sais même plus. C'était quoi l'antipalu le Lariam, c'est celui qui a vrillé. Je l'ai pris aussi. Voilà, et je suis devenu un peu dingo. Ok, j'ai eu des gros symptômes dépressifs de fou, quoi. Mais les traitements antipaludéens, déjà, c'est hyper. Enfin, tu peux avoir des nausées, c'est assez lourd. Hein. Ouais, j'en avais déjà pris, tu vois, d'autres, mais où, tu vois, tu disais, bon, je somnole un peu, etc. Oui, ça va. Mais celui-là, c'est celui qui a empêché Stromae de continuer sa tournée. C'est des doses de cheval. Genre, vraiment, c'est abusé. Prenez pas ça, les gens. Hein. Ah ouais, non, vraiment, l'Ariam, c'est le pire truc. Après, peut-être que tout le monde réagit pas pareil, mais moi, en tout cas, ça m'a mise à terre et ça m'a gâché complètement un voyage, quoi. Ah, moi, j'ai fini 2 jours à l'hôpital. Ah ouais, la vache. Ah oui, ok. Ouais. Donc je sais pas dans quelle mesure ça peut jouer sur l'hyperacousie. Ouais, je sais pas. En tout cas, on me pose la question. Voilà, en tout cas, on me pose la question. Et donc on m'a posé ces questions-là. On m'a parlé de ce traitement. Donc c'est un traitement à base de prothèses auditives qui diffusent du bruit blanc. Donc moi, j'avoue déjà, j'étais un peu réticent. Et puis j'étais un peu atterré, quoi, parce que je me disais, wow, je m'attendais à ce qu'on me dise reposez-vous, ça va bien se passer. Là, on parle de prothèses auditives, tu vois. On dit d'ailleurs que je crois que en fait de se confiner les oreilles, c'est-à-dire de vraiment être dans un environnement où il n'y a pas du tout de bruit, justement, pour reposer, c'est un peu contre-productif. Ouais, alors moi j'ai eu un peu, tu vois, les deux approches qu'on m'a présentées, c'est-à-dire que quand on m'a vraiment fait ce diagnostic, j'avoue que la personne qui m'a fait ce diagnostic m'a un peu transmis son angoisse, parce que on m'a un peu dit oh là là, mais c'est terrible ce qui vous arrive, oh là là, et puis en plus vous n'êtes pas en fin de carrière, etc. On me dit ça, tu te dis wow. Mais ouais, en fait on l'a tout de suite lié à ta pratique artistique. Et en fait tout de suite on m'a dit surtout protégez-vous de tous les bruits. Il y avait vraiment un truc limite, arrêtez la musique pendant les 6 prochains mois, la prochaine année. Allez vivre dans une grotte. Exactement. Et je me demande, comment tu t'es sentie à ce moment-là? Parce que, moi je suis musicienne aussi. Putain, on me dit ça, mais... Oui, comment tu te sens après le diagnostic? Disons que le premier truc, c'est que l'avantage et l'inconvénient, c'est que j'avais des dates à venir. Ok. Et je me suis dit, tout de suite, j'ai posé la question, j'ai dit, moi j'ai des concerts à venir, qu'est-ce que je fais? On m'a dit, limitez-vous à vos concerts. Allez pas voir les concerts des autres. Oui, ça je me souviens, parce qu'à la maroquinerie, on avait fait la table ronde. Et t'étais venu et t'avais pas pu rester après pour le concert. La maroquinerie, c'est ton concert et t'avais organisé une table ronde juste avant, effectivement, avec des artistes, donc Asio Descendants aussi, pour présenter Tiger Bomb et ce réseau d'entraide. C'est ça. Et tu vois, le premier concert vraiment que j'en ai refait un vendredi, là, c'était mon premier.
sans percussion, mais c'est le premier vrai concert sonorisé, on va dire, et tout ça que j'ai refait. Mais juste pour terminer sur l'histoire du diagnostic et de la protection par rapport au bruit. Donc j'ai eu ce premier conseil un peu, où effectivement là je me suis un peu décomposé en me disant mais moi c'est mort, enfin je veux pas de toute façon, enfin qu'est-ce que je vais faire pendant les X prochains mois à juste penser au fait que il faut pas que je touche un instrument, il faut pas que j'écoute de musique, il faut pas que j'aille voir des concerts. Enfin, je me suis dit c'est le meilleur moyen de devenir fou, tu vois. Bien sûr. Et ensuite j'ai vu l'audioprothésiste qui lui m'a dit plutôt effectivement éviter les choses, enfin les vrais volumes sonores très élevés, donc les festivals, les concerts. Continuez votre pratique, vous avez vos prothèses, etc. Allez-y tranquille. Mais voilà, il y aura du mieux. Et moi, j'avais aussi vu un article dans le Guardian de quelqu'un qui parlait de l'hyperacousie, d'un ingé son, je crois, ou un musicien, il me semble, et qui racontait que lui, en fait, par réflexe, il s'était protégé, il s'était isolé du son, et qu'en fait, plus le temps passait, et pire c'était. Quoi. C'est ce que je disais, pas de confinement. C'est ça. Donc lui, il passait son temps avec des boules caisses. Et il disait mais c'est pas possible, enfin maintenant le moindre bruit c'est un parce qu'en fait tu te déshabitues ton cerveau en fait à entendre des bruits et du coup tu deviens plus sensible aussi. Je vois. Et du coup lui disait que au bout de je sais plus 1 an il est allé voir des ORL etc qui lui ont dit non mais on va vous filer ce traitement à base de bruit blanc. Prothèse auditive avec des bruits blancs. Mais surtout, ne vous isolez pas, gardez votre pratique, soyez tranquille, quoi. Mais voilà, faut garder un. Je pense que c'est comme un muscle au bout d'un moment, tu vois, faut de la rééducation. Parce que sinon il s'atrophie et puis il sert plus à rien, quoi. Et d'ailleurs, ton traitement, il dure. Normalement, ce traitement-là, il dure de 6 à 8 mois, mais dans ton cas, ça sera plus parce que t'es musicien et donc tout le temps exposé au bruit. Et à l'instant où on se parle, t'en es à 7 mois de traitement, à peu près. Ouais, ça doit être... Ouais, c'est ça, à peu près, ouais. Est-ce que tu constates déjà des améliorations ? En fait, ça dépend des périodes. Je compare un peu ça au fait de se casser une clavicule ou je sais pas quoi, tu vois, où en fait, tu fais des progrès, tu fais de la rééducation, puis au bout d'un moment, tu te dis, allez, c'est bon, quoi. Tu y crois un peu, tu commences à porter des trucs lourds et tu fais, ah putain, tu te dis j'ai forcé et tu repars tu repères 1 mois de rééduc. Je suis un peu dans ce truc là et ça dépend aussi beaucoup de mon état d'esprit en fait. C'est-à-dire que typiquement je me suis vraiment refait mal il y a 1 mois et demi, quelque chose comme ça, mais j'arrive pas a posteriori à savoir si la proportion entre le véritable trauma et aussi l'image que je m'en fais, tu vois, me dire tu vois justement ce qu'on disait, associer le bruit, etc., et de vraiment intégrer en se disant je me suis fait mal, regarde les bruits, c'est mauvais, je dois etc., m'accorder des... Ah oui, ok. Et on va dire de percevoir le bruit comme dangereux. Exactement. Et du coup ça te crée un espèce de trauma ou... C'est ça, ouais. Et tu vois, il y a encore 2 semaines, peut-être quelque chose comme ça, je voyais que justement j'étais dans un truc où j'avais l'impression que c'était presque de pire en pire, tu vois, où je disais mais c'est pas possible, tel bruit devient agressif alors qu'il l'était pas. Et là je suis plutôt dans un truc où justement tu vois, je dis non mais vas-y, on essaye de couper court à tout ce qui est appréhension, peur du bruit, etc., et de vraiment rester le plus possible vers quelque chose de physique et de dire effectivement il y a encore certains bruits qui vont être un peu traumatisants, mais aussi il faut que je garde un niveau d'habitude
à tout ça. Donc, tu vois, c'est pour ça que je suis allé à un concert vendredi en disant on verra bien ce qui se passe, mais je refuse de me laisser couler. Grave. Je trouve ça marrant parce que, en fait, ce que tu es en train de décrire, c'est que tu soignes un mal physique par la psycho, finalement. Parce que l'idée, c'est justement d'affronter plus des peurs. C'est plus de se dire, vas-y, je me motive, j'affronte des peurs et je réhabitue mon cerveau plutôt que de, j'en sais rien, au-delà, je veux dire, de mettre des prothèses pour les oreilles ou de mettre des poules caisses ou d'avoir des traitements médicamenteux pour soigner le corps, quoi. Ouais. Et ça me... Oui, mais parce qu'en fait, le traitement de l'hyperacousie, ça passe aussi par... En fait, non seulement il faut réhabituer l'oreille au bruit, mais il faut aussi réhabituer le cerveau à la perception du bruit. Donc en fait, c'est très lié. Bah ouais. Mais comme pour tout, hein, je pense. Enfin, exactement, mais c'est presque... Là, c'est flagrant pour le coup dans le traitement de ta pathologie. Ouais, bah, c'est vrai que là où je pense typiquement, enfin, quand tu t'es, j'en sais rien... casser un os, etc. T'as vraiment ce truc physique où tu dis bon bah de toute façon tant que c'est pas soudé, tu vois. Ouais, exactement. Là où en fait dans l'hyperacousie t'as vraiment un aspect, je pense effectivement physique où en fait t'as des histoires de petits cils dans ton oreille, etc. qui doivent, t'as des choses qui doivent se restructurer quand il y a eu un traumatisme. Mais en plus de ça, t'as le cerveau qui entre en compte et où effectivement là t'es dans un truc où tu te dis tu peux pas te faire confiance. C'est ça qui est un peu qui est un peu bizarre, c'est que tu peux pas te faire confiance, tu peux pas faire confiance intégralement à ce que ton cerveau te dit, c'est-à-dire cette boîte noire qui nous sert de cerveau. C'est ça, c'est que si il est en train de te dire non mais là c'est dangereux, là ça fait mal, etc. Moi là je suis un peu dans une phase où je suis un peu en train de lui dire tais-toi. Mais du coup, tu flippes pas quand tu montes sur scène? Enfin, est-ce que ça t'est arrivé sur scène pendant tes concerts ou pas ou... Ça m'est arrivé en fin de concert une fois. Ok. Où, tu vois, fin de set, genre je m'entends plus trop, alors je monte un tout petit peu au ears justement pour essayer de m'entendre. Et là, je sens que je bascule, tu vois. Et putain, ça me fait des palpitations. Et où, tu vois, le lendemain, je me dis, le soir même, je dis, ah putain, je suis passé de l'autre côté. Mais sinon, ça va. Pour l'instant, j'ai pas eu. Pour la scène, j'ai pas eu de problème jusqu'à présent. Cool. Donc ça, c'est cool. Et persister à t'exposer au bruit, est-ce que ça peut entraîner des séquelles, des complications? Est-ce que même il y a un risque de perte d'audition aussi avec l'hyperacousie ou pas du tout? Ça, je saurais pas dire, on m'en a pas parlé. Le risque, si comment dire, si j'étais vraiment trop dans le je ne m'écoute pas du tout, tu vois, et genre c'est pas grave, tu vois, allez, ça me si tu tue vas contre, et voilà, et j'y vais comme un bourrin, il y a un risque que ça s'aggrave. C'était quand même ce que l'ORL m'avait dit, c'était protégez-vous parce que vous avez un risque que ça se détériore et que vous deveniez de plus en plus sensible au bruit. Donc c'est ça qui est hyper difficile à situer, c'est que tu sais pas quelle est la part de il faut laisser juste du repos, justement être dans le calme, etc. Ou la part de il faut quand même que ça travaille un peu. Et mon médecin, je me souviens qu'il m'avait dit en fait, je trouve effectivement qu'en tant que personne malade, le plus dur, c'est ça. C'est de savoir, est-ce qu'il faut suivre des règles ou est-ce qu'il faut suivre autre chose? Est-ce que les règles, elles nous soignent ou pas? Et je pense que c'est vachement ça. Moi, mes médecins ont fini par me dire, c'est vous qui savez, en fait. Enfin, il n'y a que toi qui ressens ce qui se passe dans ton corps. Les médecins, ils ont des moyennes de cas, etc., etc. Mais en fait, ils ne savent même pas ce que tu ressens. Ils étudient le truc, ils voient des données, ils voient des études, des chiffres, etc. Mais à un moment donné, je trouve que malgré tout, c'est quand même une question de reconnexion à soi et se dire j'en suis où en fait? Est-ce que je suis fatiguée aujourd'hui? Est-ce que je suis stressée? Est-ce que du coup est-ce que j'ai mal ou est-ce que j'ai pas mal? Est-ce que c'est une gêne ou est-ce que c'est une douleur? Est-ce que la douleur elle est à 2 ou est-ce qu'elle est à 5 sur 10? Enfin, et je trouve que c'est un truc et je sais pas si c'est ce que tu ressens toi, mais vraiment tu te rapproches de toi-même, quoi. Et t'es obligé de te poser des questions que je sais pas, des fois tu te poses même pas parce que tu t'en fous. Enfin
Moi, c'est presque devenu un baromètre de comment je me sens aussi. Oui. C'est-à-dire que typiquement, effectivement, ça va commencer à me lancer et tout, et dans l'oreille, je vais me dire... D'ailleurs, tu dis que ça fait des aiguilles, hein, c'est ça qui te... Ouais, ça peut me faire ça, ouais. Okay. Genre, t'as une aiguille dans le tympan. Mais c'est... Effectivement, il y a des fois, et c'est là où j'ai quand même un peu compris certaines choses sur quelle est la dose de réelle douleur, ou quelle est la dose de douleur que je me rajoute parce que je stresse dessus, parce que je crée en fait de la tension, parce que en fait c'est une histoire aussi d'inflammation, de tension, et en fait tu peux aussi te faire des acouphènes juste en étant stressé, tu vois. Et c'est vrai que quand je vois les choses arriver comme ça, je me dis, est-ce que c'est vraiment parce que je me suis exposé à quelque chose de largement au-dessus de mes capacités aujourd'hui, ou est-ce que c'est parce que j'ai accumulé ces derniers jours, ces dernières semaines, et où je me dis, non, mais là c'est parce que t'es en train de te stresser sur tel truc et tout. Du coup, ça fait ressortir ce truc-là. Mais c'est des facteurs de risque aggravants, en tout cas, le stress, le trac. Alors qu'en fait, ça fait partie aussi du métier de musicien. Bien sûr. Comment tu arrives à mettre cette pathologie un peu en sourdine, si j'ose dire, faire taire le stress, abaisser ton trac Enfin, ça paraît assez difficile, en fait, vu de l'extérieur. T'en es déjà là ou pas? Moi, j'ai 36 000 trucs que je fais pour essayer de contenir ça un peu, puisque bien sûr, je suis comme beaucoup d'artistes, je suis un grand angoissé de la vie, voilà. Mais, ça, c'est dit. Voilà. Mais tu vois, typiquement, ce qui m'a aidé récemment, c'est je suis allé chez l'ostéo qui m'a vraiment détendu toute la zone, tu vois, autour de la nuque et tout ça, et où en fait, mine de rien, j'ai quand même vu un vrai lien entre douleur de l'oreille interne, tout ça, et douleur de tension. Donc ça, je sais, j'en avais parlé un peu autour de moi. On m'avait dit qu'il y avait tu vois, des chiropracteurs, des gens comme ça qui pouvaient vraiment aider à gérer la tension de la nuque. Et puis après, je pense que ce qui aide quand même, et le trac scénique et le trac au quotidien, de toute façon, c'est de faire. C'est, mine de rien, quand t'es en train de prendre du plaisir à être sur scène, à jouer, que t'es en studio, que t'es en train de composer un truc et que tu kiffes ce que t'es en train de faire, tout ça s'atténue, quoi. Généralement, c'est les périodes de creux, tu vois, où ça ressort. Et où... donc, bien sûr, tu vois, je pense qu'il y a une hygiène un peu de vie où, en fait, tu en parlais tout à l'heure, mais c'est difficile. En off. Voilà, c'est difficile je pense, d'être musicien, qui plus est pour des projets solo. Moi, Thérèse peut confirmer. On connaît. Mais sans avoir une forme d'hygiène de vie, tu vois, ce que je te disais, c'est que j'ai jamais fait autant de sport depuis que je me suis lancé dans la musique. Tu vois, faire des étirements, pas forcer sur ceci ou cela, parce que de toute façon, à un moment donné, ton corps va te le faire payer. Ça impacte aussi ton alimentation et tout, sommeil, tout ça. Est-ce que tu fais gaffe ou pas trop? Pas trop, non. J'essaie de limiter un peu le café, tu vois, typiquement. Enfin, les choses qui peuvent un peu accentuer tout ce qui est stress. Mais non, pas trop, sinon. Et je me demandais un truc, parce que là, on a pas mal parlé de la scène et tout, mais du coup, en studio, j'imagine que ça a un impact aussi. Comment tu gères le truc? J'ai eu plusieurs phases. J'ai eu la phase... tu vois, typiquement, cet été, j'étais en composition et j'étais un peu dans un peu ce truc où je testais un peu mes limites. En fait, je montais jusqu'au moment où j'ai... le son, pardon. Okay. Tu vois, je jouais de plus en plus, je jouais de plus en plus fort. Désolée, et où...
et en plus, enfin, qui plus est, j'étais dans un mood où j'écrivais des morceaux où je sentais que ça alimentait une forme de, tu vois, de colère et de tension en moi et que j'avais besoin d'extérioriser dans mes morceaux. Pourquoi? Enfin, et la colère, je veux dire. Il y avait une forme de frustration, tu vois. Enfin, il y a ce truc où tu dis, putain, tu dis c'est cool, les choses avancent petit à petit, etc. Et puis tu te vois un gros stop comme ça potentiel, tu vois. Dans les faits, je me suis jamais arrêté, tu vois. Mais frustration, tu dis aussi, qui vient presque empiéter sur ta création, dans le sens où tu vas t'aménager des phases où tu vas peut-être composer des musiques différentes, plus douces. Tu disais que tu allais plus vers l'ambiance, du coup, qui sont moins agressives à l'oreille. Ce qui est fou que ça impacte ta création artistique. C'est peut-être de là que ça vient aussi, cette frustration. Ouais, c'est ça. Moi, j'étais un peu dans une phase où justement, j'avais plus des envies de faire des morceaux qui envoient un peu. J'avais envie de retourner vers un truc un peu plus rock et tout ça, d'avoir un chant plus poussé. Et en fait, tous ces trucs-là, à chaque fois, tu vois, je me heurtais au mur, tu vois. Your body says no. Mais voilà, c'est ça. Not the right time. Mais du coup, effectivement, il y a eu les phases où j'étais un peu en rejet et où je disais vas-y, je m'en fous, j'y vais quand même, et où je me faisais mal, où au bout d'un moment mon corps a dit stop. Ouais, arrête le déni, stop. Voilà, donc j'ai fait un gros break quand même de 2-3 semaines cet été pour enfin un gros break, c'est quand même ouais, c'est clair, c'est fou. Non mais c'est fou de se dire ça quand même. Tu te dis en tant qu'artiste dans l'industrie, te dire que t'as arrêté 2-3 semaines, c'est beaucoup, c'est gros break quoi. Ouais, effectivement, c'est le genre de période qu'on prend presque pas. Bah oui, c'est ça. Mais du coup, il y a eu cette phase-là. Il y a eu la phase, effectivement, où j'ai un peu repris doucement. J'ai fait des trucs un peu plus ambiantes, un peu plus doux. Et maintenant, je suis un peu dans l'entre-deux. C'est-à-dire que je reprends progressivement quand même. Là, j'étais en studio avant-hier et j'étais quand même content parce que tu vois la session d'avant on avait joué moins fort, cette session-là on a joué un peu plus fort et je me dis c'est bon, c'est cool, ça va, tu vois. Donc j'essaye effectivement typiquement avec les gens avec qui je travaille, de leur dire je peux malheureusement pas jouer à volume plein pendant 6 heures d'affilée, tu vois, à dire vas-y le kick, comment il sonne, machin, bam bam bam, tu vois. Là je dis je vais le regretter, ça va pas me servir beaucoup d'être là en train de pousser pour rien. Voilà. Et ils réagissent comment, les gens autour de toi? Oui, et puis qu'est-ce qu'ils mettent en place pour justement t'aider à moins souffrir, en tout cas à être moins agressé? Les gens sont quand même plutôt réceptifs. Là, ça, c'est cool. Voilà, ça c'est cool. Donc en termes de production studio, moi les gens me disent tu me dis. En gros, c'est pareil, c'est toi qui dis, c'est toi qui sais. On joue à plus bas volume. Typiquement, ça a pu arriver qu'on me dise vas-y, je vais monter un peu le volume, tu peux sortir de la pièce, va faire une petite pause. Moi, j'ai besoin de vérifier 2-3 trucs. Je vais jouer à plein volume et puis on reprend après. Ça peut jouer. Après, il y a des réactions un peu diverses, c'est-à-dire que typiquement, il y a certaines personnes, j'ai l'impression, dans l'industrie, où tu leur parles de ça et tu sais, ça traverse et ça... ça rentre par une oreille et ça sort par l'autre. C'est ça. Il y a genre... tu sens qu'il y a un filtre où genre... Enfin, tu vois, c'est quand même pas anodin. Je me dis, tu vois, on est des gens empathiques, etc. Quand même et où tu vois, j'ai pas du tout envie d'en faire un sujet, tu vois, d'être là en train de me plaindre ou quoi que ce soit et dire vous savez, moi j'ai mal, etc. Non, c'est juste aussi, oui, mais j'essaye de faire un peu un truc un peu entre deux, tu vois, mais j'essaye quand même sur certains trucs, tu vois, ou certaines réflexions ou certains trucs, j'essaye de dire ça j'ai pas pu le faire, là en ce moment c'est compliqué parce que je me suis blessé aux oreilles. Et où en fait je vois aucune réaction en face, où je me dis c'est un peu enfin c'est pas anodin non plus quand même de dire, enfin je me dis je serais
sportif de haut niveau, si je disais ah bah tu sais j'ai pas pu faire l'entraînement d'hier parce que je me suis fait les croisés, on me dirait bah oui c'est évident. On va aménager, tu vois. Bien sûr. Mais bon, ça c'est certaines personnes, mais il y a aussi beaucoup de gens qui me disent ou en fait ils me disent je connais très bien le sujet, moi aussi j'ai ce problème-là, enfin où c'est plus des problèmes d'acouphènes, mais dès que j'en parle, j'ai des gens quand même qui me disent ah bah oui moi aussi j'ai des acouphènes depuis longtemps, courage, ah ouais oui je connais machin qui a eu le même problème, et c'est plus qu'effectivement c'est en amenant le sujet où les gens les langues se délient un peu. Oui, et puis ça tend à se délier davantage puisqu'il y a d'autres artistes qui en ont parlé. Je pense à Angèle qui a parlé publiquement de ses acouphènes, mais il y a aussi Oshi qui est atteinte de la maladie de Ménière, qui touche l'oreille interne et qui lui a fait perdre quand même 50% d'audition aux deux oreilles. Elle en a même fait une chanson qui est hyper touchante. Exactement. Ouais. Donc c'est vrai. Mais et d'ailleurs, est-ce que tu sens peut-être une différence de traitement selon que tu sois un artiste émergent ou pas, par rapport à l'écoute en fait qu'on t'offre n'ayant pas connu l'autre côté, on va dire, je peux pas trop dire, je pense. Mais après, j'imagine que dans un sens, je me dis aussi que je suis presque content que ça m'arrive maintenant, plutôt que, tu vois, je me dis, tu vois, on parlait de Stromae tout à l'heure, je me dis, effectivement, t'imagines le poids qu'il y a sur tes épaules quand t'as une tournée internationale, un album à défendre qui s'est vendu, etc., avec des investissements de ouf. Je pense que je suis pas sûr que l'écoute soit plus grande quand t'es plus haut, parce que justement la pression c'est financière ça. Là surtout. moi tu vois j'ai fait une tournée pendant 6 mois là, et c'est cool, mais je pense que si j'avais dû annuler une date ou deux, on m'aurait dit c'est dommage, mais on m'aurait pas là où je pense que si t'annules 2 zéniths parce que tu dis écoutez là je peux vraiment pas, ou je sais pas, une tournée aux États-Unis ou je ne sais quoi, je pense que on te le pardonne un peu moins, quoi. Et ton équipe elle était à l'écoute du coup? Ouais. Ils ont été là et tout ça. Ouais, carrément. Trop cool. On t'a proposé des aménagements sur scène Parce que je pense en fait l'ingénieur du son d'Oshi a reproduit la manière dont elle entend les fréquences pour gérer au mieux ses retours. Ouais. Et du coup, elle en a parlé sur le plateau de C'est à vous. Donc, je me demandais si toi aussi, des aménagements avaient été créés autour de ta pratique. Je réfléchis en même temps, mais non, pas spécialement, parce que tu vois, comme je disais tout à l'heure, en fait, à part une fois, de manière générale, ça s'est bien passé. Tu vois, j'ai quand même pas enchaîné 4 dates à dire je suis au bout de ma vie, je peux pas, quoi. Ouais. Non, ce qui a pu s'aménager, c'est par exemple pendant les balances, je dis je vous laisse régler ces trucs-là. Moi, j'ai pas besoin d'être là pour entendre le kick, etc. Okay. Tu vois, c'est typiquement ce genre de choses. Je voulais rebondir sur un truc. Moi, je me souviens que quand j'ai fait mes ears, donc du coup ces fameux écouteurs là qui nous servent à écouter les retours, le mec de l'entreprise m'avait dit qu'il y avait une grosse omerta autour de ces questions-là, et qu'il y a plein de gens qui voulaient pas se faire vérifier les oreilles parce que je sais pas, est-ce que c'est un truc de honte, est-ce que c'est un truc de bonhomme, genre non mais c'est bon, tu sais, il y a un peu ce truc de glamourisation aussi. J'ai perdu 10 dB parce que j'ai fait une tournée de rock pendant je sais pas combien de temps, etc. Et est-ce que toi, dans les salles, t'as pu ressentir, ou quand on a parlé à d'autres gens que ton équipe, du coup, un peu cette espèce de... Enfin, t'en as parlé un peu tout à l'heure, mais un truc un peu coq, tu vois, genre de... on s'en fout, c'est bon, on peut mettre fort, c'est rock'n'roll. Ouais. Il faut souffrir pour créer, quoi. Il y a vraiment cet adage aussi dans la musique. Oui. Il y a... Je l'ai pas eu en réaction à... Parce qu'en plus, j'avoue que c'est... Sur les dates qu'on a pu faire, c'était plus un truc entre mon ingé son et moi, tu vois, où en gros, il me disait, vas-y... moi, je règle les trucs, t'as pas besoin d'être là. Et puis, en fait, ensuite, sur scène, ça se... ni sur scène, ni pendant la fin des balances, ça se ressentait vis-à-vis des autres techniciens. Mais c'est vrai que moi, c'est un truc que j'ai entendu plein de fois, où, effectivement, t'as les ingé-sons qui t'accueillent et qui... Tu les entends dire « Oh bah, tu sais, moi, de toute façon...
il me reste plus que 35% de oui à une oreille et tout, tu vois, il y a un peu ce truc-là, à dire vas-y, bon, on s'en fout, balance le son, et tu dis, bah... Il s'en vanterait presque. Bah oui, c'est ça, il y a un peu un truc où tu dis, bah... chelou. Et c'est vrai que moi, pour le coup, je me dis, je sais pas exactement les conditions qui ont fait que j'ai eu ce truc-là, mais je trouve que en tout cas, il y a un volet un peu prévention que je trouve un peu... Enfin, je trouve que ça manque. Mine de rien, tu vois, tu arrives en résidence ou tu arrives même pour un concert. Je trouve que... Alors, il y a une partie de la responsabilité où on peut dire bah, c'est la responsabilité de l'ingé son qui accompagne, etc. Mais je pense aussi qu'il y a de la responsabilité même... En fait, de l'ordre du rappel, en fait. Je pense que dans plein de contextes, on va te rappeler, quand tu arrives sur un lieu, je n'ai pas forcément d'exemple tout de suite qui me vient, mais on va te dire... Sur un chantier où tu es obligé de porter des chaussures de sécurité, un casque. Voilà. Où en fait, on va te dire, on vous rappelle que c'est pas anodin, y a des normes, on vous rappelle que, je sais pas, le simple fait de dire, vous, au bout de X temps exposé à tel niveau sonore, il vaudrait mieux faire une pause, tu vois, parce que c'est un peu le genre de truc où toi, t'arrives typiquement en résidence, t'as qu'une seule envie, c'est de faire du son, et tu vois, t'as 36 000 trucs auxquels t'as pensé en amont, et tu te dis, vas-y, on a peu de temps, mais qu'en fait, t'es un peu un rappel en disant, on sait comment ça se passe, on sait que les gens sont pressés, on sait que les gens veulent taffer en discontinu, mais qu'en fait... faites gaffe aussi parce que votre corps c'est pas une machine. Ben voilà, c'est ça. Et d'ailleurs c'est intéressant ce volet prévention, toi tu t'en es un peu emparé, tu as parlé de l'hyperacousie donc sur les réseaux sociaux, tu en as fait une vidéo, et quelle était la vocation de ce témoignage justement? Est-ce que tu as eu beaucoup de retours d'autres artistes qui avaient peut-être un peu honte d'en parler? Est-ce que tu as réussi peut-être à décloisonner un peu ces mots auprès du grand public ou en tout cas de l'industrie de la musique? Moi l'idée que j'en ai eue, c'est que effectivement, ça venait un peu de ce truc-là. Je me suis dit, ça me saoule un peu cette espèce de non-dit sur les acouphènes, sur les risques. Tu vois que en gros, il y a un peu ce truc où quand t'entends parler de risques auditifs, etc., t'as l'impression que c'est un peu le côté campagne gouvernementale, tu vois, un peu institutionnelle, où tu dis c'est chiant, tu vois. C'est quoi ces vieux cons qui nous parlent? Voilà, c'est ça. Et que à côté de ça, t'as les gens qui disent voilà, on s'en fout, on est là pour l'art, on est là pour tu vois. Et je me disais bon, c'est quand même, enfin, moi j'ai pas envie de faire partie de ces gens qui à 45 ans sont là genre moi tu vois j'ai plus que 35% dans chaque oreille et parce que moi tu vois j'en ai vu d'autres quoi. Donc ça venait de ce truc là et j'ai eu pas mal de retours sur cette vidéo, pas trop des gens de l'industrie ou des artistes, plus des gens de la vie quotidienne qui d'autres secteurs qui me disaient moi aussi je souffre de ça, qui je peux contacter, j'ai vu plusieurs ORL, les gens savent pas, enfin il y a ce côté un peu désert médical ou qui plus est, tu vois, je parle du CEFON, alors c'est très bien, c'est à Paris, etc. Il y a aussi la FREPA d'ailleurs, hein, pour ceux qui nous écoutent, ceux et celles qui nous écoutent. D'accord, je connais pas. Mais tu vois, moi j'ai eu quelqu'un qui m'a dit, bah oui, moi je suis en Corse par exemple, comment je fais? Ah, c'est chaud. Voilà, je dis, bah franchement, je sais pas trop. Peut-être qu'il y a des centres dont j'ai pas connaissance vers chez toi, mais j'ai eu pas mal de gens où effectivement, ils me disaient, moi je souffre de ça depuis 1 an, 2 ans. Et effectivement, j'essayais de dire, moi comment ça s'est passé, voilà comment je le traite. Et après, effectivement, je suis pas médecin, j'essaie d'orienter vers les gens qui ont pu un peu m'aider, quoi. J'ai une autre question qui me traverse, c'est plus par rapport, tu vois, à ta vie perso. Est-ce que à un moment donné, je trouve que c'est cool que tu en parles justement parce que peut-être que d'autres personnes n'en parlent pas. Est-ce que c'est pas un truc qui peut aussi isoler socialement? Bah moi, de toute façon, ce qui est sûr, c'est que j'ai
j'ai des potes qui, comme moi, aiment aller en festival, en concert. Ils aiment aller danser en soirée, etc. Et où un nombre incalculable de fois, il a fallu que je dise, bon, bah, pas cette fois, quoi. Donc, ou alors, tu vois, dire, bon, bah, je suis avec vous la première partie de soirée, la deuxième partie, moi, je vais rentrer, tu vois. Mais effectivement, c'est un peu... Enfin, j'ai un peu les deux approches, tu vois. C'est qu'il y a eu des phases où je disais, bon, bah, non, c'est mort. Et tu vois, il y a un mois et demi, j'ai voulu dire, bah, vas-y, on s'en fout, tu vois. Je suis allé danser sur le canal de l'Ourcq, mais tu vois, en fait, j'y suis allé avec des boules caisses et tout ça, mais en fait, je m'en suis un peu mordu les doigts après, tu vois. Où en fait, j'étais un peu... Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que je sais pas trop la part de... quelle est la part de traumatisme? Quelle est la part de stress? Bien sûr. Anticipatoire, j'ai envie de dire presque. Ou de culpabilité. Est-ce que tu es accompagné d'ailleurs sur le traitement de la santé mentale, psychologique? Est-ce que tu es suivi par un psy? Ouais, bah, parce que, oui, clairement, je pense que c'est utile pour dédramatiser un peu le truc aussi, tu vois, enfin, et de voir aussi comment t'évolues dans le temps, voir aussi les moments, bah, tu vois, tu parlais de culpabilité, typiquement après une exposition au bruit, etc. Enfin, il y a un peu ce truc de dédramatiser, si tu te fais mal, effectivement, retirer un peu la couche de culpabilité qu'il peut y avoir derrière et dire, bon, bah, voilà, c'est un long chemin, il y aura sûrement des moments de mieux, des moments de moins bien, mais faut pas te rajouter en tout cas ce truc de j'ai mal fait, pourquoi ça m'arrive, enfin j'en sais rien, tu vois, tous les trucs. J'ai l'impression que c'est hyper fréquent en plus. Oui. Et finalement, j'ai l'impression que l'expression écoutez-vous aura jamais été aussi vraie que dans ton cas, quoi. Enfin, tu perds de l'audition ou alors plutôt tu t'entends, enfin, t'es plus sensible au bruit extérieur, mais c'est aussi un signal pour te dire écoute à l'intérieur ce qui se passe. Ouais, il y a les moments où je pense comme ça et les moments aussi où je prends le contre-pied, où je me dis t'écoutes pas trop non plus. Tu vois, c'est qu'il peut y avoir aussi ce... C'est un équilibre hyper difficile à trouver, je trouve, mais où en fait t'as ce besoin d'être effectivement à l'écoute de ce que ton corps te dit, ton esprit te dit, etc. À pas non plus forcer comme un bourrin, tu vois, à dire, tu vois, t'as besoin de moments de pause, t'as besoin de... Et les moments où en fait t'es tellement à l'écoute de ça, tu vois, à anticiper les bruits, à te dire pourquoi c'est là, pourquoi, enfin, au bout d'un moment, ça fait X mois, c'est toujours pas parti. Ça te rend fou, quoi. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu peux être plus irritable, du coup, dans ces moments-là, ou... Tu parlais de culpabilité, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une part de... Irritable, je pense pas, mais ça draine une forme de fatigue latente, quoi. Ouais. C'est ça, c'est que typiquement, je peux avoir des moments de décompensation où en fait, tu t'en rends pas compte, mais en fait, ton oreille, ton esprit, tout ça travaille vachement en sourdine. Et puis d'un seul coup, ça se fait tac, et puis tu t'effondres un peu parce que tout ton corps et ton esprit disent bon, on a besoin de faire un petit reboot et de... Et tu disais Thérèse, tu disais qu'il fallait s'écouter, mais du coup, est-ce que c'est pas compliqué dans ce métier où il y a toujours un enjeu de performance Ouais, bah oui, bien sûr. Bah, oui, tu peux témoigner aussi. Bah oui, j'imagine, ouais. Mais oui, parce que typiquement, on parlait de culpabilité. T'es toujours en train quand même de te poser la question parce que tu sais que la question sous-jacente, c'est toujours c'est quand ton prochain concert, c'est quand tes prochaines sorties. Et que le moindre moment de pause, le moindre moment où t'es un peu moins performant et tout ça, tu te dis ça y est, en fait, en très peu de temps,
les choses peuvent tourner hyper vite, quoi. Enfin, la roue peut tourner et où... et en plus de ça, je pense que tu as les vraies choses, tu as des vrais commentaires qui peuvent arriver, tu as des vraies attentes qui peuvent être là, tu as des vraies opportunités qui se perdent si t'es pas là. Et ensuite, tu as toi qui complète le reste avec toutes les peurs, toutes ces choses-là qui viennent se greffer dessus en disant ah mais si tu fais pas ça, ça va en gros c'est fini, quoi, tu vois. Enfin c'est bon, t'as eu ta chance, c'est cramé, allez next, tu vois. Mais c'est un peu un mélange des deux, quoi. Et c'est là où comment dire, quand tu vois le rythme de sortie, les rythmes, tu vois, de développement de carrière et tout ça, c'est là où tu te rends compte que c'est un peu une machine à broyer de l'humain, quoi. Mais un album tous les 2 ans, c'est ça le rythme? Et encore, ouais, et encore. Si tu es en développement, on attend presque de toi un EP chaque année. Oui. Bah oui. Plus les singles aujourd'hui qui sont... La promo et tout ça. La promo, et c'est pas tenable. Plus la tournée, faut tourner les clips, faut trouver de l'argent, et trouver du temps pour écrire aussi. Bah oui. Et pour écrire, faut vivre. Oui. Et tu peux pas écrire si t'as pas vécu, si t'es pas sorti un petit peu de cet environnement. Et ouais, donc ouais, le rythme est un petit peu, un peu fou, quoi. Oui, c'est ça. Bah, tu vois, typiquement, moi j'ai sorti mon EP en février et quand j'ai fini ma tournée fin mai, début juin, et je sais que, je pense que dès le mois de juillet, on était un peu en train de me dire, bon, c'est quoi la suite? Et tu dis, bah en fait, je viens vraiment juste de poser mon matos, je viens de défendre mes titres pendant les 6 derniers mois. Ça va, oui, il faut que je reprenne du temps pour écrire, faut que, tu vois, mais t'as un peu ce truc de, c'est pas possible que pendant les X prochains mois, il se passe rien, Et du coup, est-ce que t'as appris de ça? Est-ce que t'as appris à décaler un petit peu et à changer le planning par rapport à ton corps plutôt que par rapport à l'industrie? Je suis en plein milieu de ça. Je suis en plein milieu de ça, tu vois, typiquement, je suis en train de peaufiner un EP et je suis en plein milieu de la lutte interne pour lâcher prise sur la date de sortie et à me dire, bon bah, s'il est pas prêt à tel moment, il est pas prêt à tel moment. Comment dire, laisser du temps pour le recul, laisser du temps pour le repos, laisser du temps pour tout ça, hein. En tout cas, on sera là à la sortie. Voilà. Merci. Et prends le temps qu'il te faudra. Et je pense que chaque artiste devrait savoir ça. On prendra le temps qu'il faudra et on attendra. Et j'ai hâte d'écouter l'EP quand il sera prêt. Merci. Merci en tout cas d'être venu. Merci sur pour l'invitation. Tamalou. Oui, c'était Tamalou, votre podcast sur la santé physique et mentale des artistes. Et dernière petite question, Loman. Le pansement, c'est un petit peu le symbole de notre podcast, Tamalou, vous le voyez sur le logo là. Et du coup, on a une question, notre dernière question à chaque fois pour les invités, qui est c'est quoi toi ton pansement? Qu'est-ce qui te soigne en fait aujourd'hui? Vaste question. Je fais un très long silence, pardon. Ah non, vas-y, hein. C'est bien aussi. Hein. Je pense que ce qui me soigne pas mal en ce moment, c'est justement le fait de repenser ma musique différemment. Typiquement, j'avais plutôt pour habitude de composer la musique d'abord, écrire le texte ensuite. J'avoue que pour moi, le texte, ça venait un peu en dernier. C'était moins un centre d'intérêt. Et aujourd'hui, ça m'incite un peu à revoir dans l'autre sens. Et je suis un peu en train de découvrir tout un univers où je peux juste me poser dans un café avec un carnet, des bouquins et
justement prendre ce temps un peu au calme et justement prendre cette espèce de lenteur à apprécier les petites choses, à voir vraiment de la beauté dans le moindre détail. Enfin, ça m'incite à une forme d'approche un peu méditative des choses, mais c'est... ouais, je pense que c'est ça qui me fait du bien. Presque d'introspection, ouais. Ouais, et puis de connexion aux petites choses, tu vois, qui... vraiment de sensations... c'est ça ce qu'on disait, de connexion aux sensations et de se dire... tu vois, tu prends vraiment du plaisir à juste... voilà. Enfin, c'est un peu cliché, mais t'es en train de prendre ton café... Tu vois, je sais pas, le soleil qui te réchauffe, etc. Tu vois, c'est vraiment des petites choses comme ça. J'ai les larmes aux yeux. Mais je trouve que c'est un truc qui était tout le long de cet échange. C'est que finalement, c'est encore une fois la question de où je me place par rapport à l'extérieur, à quel point je ressens les sensations en moi et à quel point j'appartiens en même temps au monde. Et du coup, c'est le dialogue en fait entre dedans et dehors, et où est-ce qu'il se trouve l'équilibre, où est-ce que je me sens bien dans ce truc au milieu, et je trouve que c'est très beau. Merci beaucoup, Loman. Merci à vous. Merci, et merci aussi à toutes les auditeuristes qui nous écoutent. Bisous. Merci. Cet épisode a été enregistré dans les locaux du média Mademoiselle. Nous tenions à remercier toute l'équipe, et tout particulièrement Inès Pollon et Delphine Baudouin. Un grand merci à nos partenaires, le CNM, l'ADAMI, Audience et la Mission Handicap et Tsugi Radio. Notre podcast n'existerait pas sans celles et ceux qui ont participé activement à sa création. Au montage, Baptiste Roger, et au mixage, Adam Carpels. À l'identité graphique, Zoé Renard. À la gestion des partenariats, Héloïse Gauthier. Merci à vous de nous avoir écoutés. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à mettre des petites étoiles, des cœurs, des pouces partout et nous suivre sur les réseaux sociaux. À bientôt pour un prochain épisode.